après cette belle journée que nous avons passée hier. Vous savez que mardi, on a dévoilé la plateforme régionale, certains aspects, et on va revenir à la charge la semaine prochaine. Au niveau local, vous connaissez certains de mes engagements. Je tenais à préciser aujourd'hui la section, je vous dirais, plus économique, touristique, donc liée à la création d'emplois. Le but pour Chicoutimi, c'est clair, c'est donner des outils aux PME pour créer de l'emploi. Développer l'emploi dans notre secteur, ça passe par la PME, il n'y a aucun doute là-dessus. La grande entreprise, oui, il faut la surveiller, s'assurer des retombées. Là, on voit ce qui se passe avec quelqu'un au niveau des équipementiers, mais notre développement régional et local passe par des emplois créés dans les PME. Et comment on peut le faire? Première chose, je vous dirais, on s'est engagé au niveau régional d'appliquer la charte sur le bois, là, sur l'utilisation du bois. Pour Chicoutimi, ça a une valeur très particulière parce qu'on a un pôle de recherche et développement important à développer. L'Université du Québec à Chicoutimi. On a le consortium de recherche en forêt boréale, mais ça nous prend maintenant un pôle de développement au niveau de la recherche et développement sur l'utilisation du bois d'ingénierie. On a des ingénieurs, on a des gens qui, depuis des années, travaillent là-dessus. Le projet est mûr maintenant pour faire aboutir à Chicoutimi un institut sur l'utilisation du bois. C'est ça l'engagement que je prends. Pourquoi? Parce que on a beau parler de valorisation du bois, ce que je vois, les initiatives ne viendront pas strictement des entreprises pour valoriser cette utilisation. Il y en a qui ont une mission corporative qui fait en sorte, je regarde papier résolu, qui est plus tournée vers le papier, évidemment. Donc, il faut s'assurer comment le valoriser. C'est dans la recherche et développement, trouver des formes d'utilisation au niveau du bois d'ingénierie. On a des exemples, tout près d'ici, à Chibougamau, mais il faut pousser plus loin la recherche et développement. Et comment on peut le faire? C'est autour de l'Université du Québec à Chicoutimi. Deuxième chose, la formation. Le problème qu'on a rencontré dans les dernières années, c'est qu'on se faisait dire, malheureusement, par les techniciens, les ingénieurs, les professionnels dans le domaine de la construction, que le bois n'était pas une ressource adaptée pour des constructions de grande envergure. On le sait, c'est totalement faux. Mais on a une génération d'ingénieurs qui sont formés, d'architectes qui sont formés à partir de l'utilisation de l'acier et d'autres matériaux que tout le monde utilise depuis le béton. Et il faut revoir cette formation-là. Avec l'université, on a déjà, de façon plus qu'embryonnaire, développé de la formation continue. Il faut donner les moyens à l'université pour justement faire en sorte qu'à partir de l'Université du Québec à Chicoutimi, on puisse donner cette formation à nos ingénieurs et à nos professionnels. Alors, secteur bois. Sur le tourisme d'aventure, sur le tourisme plutôt, la région, je pense, a fait des pas dans le tourisme d'aventure. C'est un créneau qu'on a mis en 2002, souvenez-vous, à l'époque du Parti québécois, pour le tourisme d'aventure. Il faut aller plus loin au niveau du tourisme hivernal. La marque de commerce de la région, on est en hiver 7 mois par année, c'est sûr, ça fait des heureux et des moins heureux. Dans le domaine touristique, c'est un atout incroyable. On est la seule qui peut dire, par exemple, sur les Monts-Valin, d'avoir de la neige naturelle pour notre centre de ski, mais sur les Monts-Valin, on peut dire aussi aux gens, vous pouvez venir faire de la motoneige sur la plus longue période. C'est une entrée formidable qu'on a. Donc, développer ce créneau touristique-là, le tourisme hivernal, en donnant les moyens pour justement valoriser ces infrastructures au niveau québécois, mais au niveau international. Il manque de visibilité et c'est sûr que ça va prendre des moyens. Tourisme d'aventure, il y a des projets actuellement qui sont sur les tablettes par manque de financement ou par manque d'intérêt du gouvernement actuel. Je regarde la Chape-Mouchouane, c'est pas dans mon comté, mais on a des parcs. Moi, j'ai les Monts-Valin qui sont tout près. C'est sûr que ça prend des sous pour leur développement. Par le biais des créneaux accords, il faut maintenant passer à la seconde phase, mettre à la disposition de ces créneaux-là les sommes nécessaires pour développer des projets d'envergure de calibre international au niveau du tourisme d'aventure et au niveau du tourisme hivernal. Un projet qui me tient à cœur particulièrement parce que l'emploi, moi, dépend des PME, mais aussi de certaines grandes compagnies publiques. Une qu'on va avoir à l'œil particulièrement, c'est Hydro-Québec. Hydro-Québec a fait le choix d'oublier sa mission de développement régional.
quand ils nous parlent de création d'emplois, c'est lorsqu'ils construisent des grands barrages, et après ça, ben, les emplois partent. La première chose qu'ils ont fait après 2003, c'est abolir les directions, les vice-présidences régionales. Il y a une présence qui a diminué d'Hydro-Québec. Et ce qu'on va faire, je prends le terme qui est plus dur, mais mettre au pas Hydro-Québec, s'assurer qu'ils rencontrent leurs obligations au niveau de la création d'emplois ici en région. Puis ça ne passe pas simplement lorsque on construit ou on fait la réflexion d'infrastructures. Mais on parle d'une présence permanente. C'est pas vrai qu'un président d'une section en particulier, que ce soit production, ou que ce soit au niveau des 3 vice-présidences d'Hydro-Québec, qu'elle ne peut pas se trouver ici en région. Il va falloir revoir cette mission de Québec et ramener la mission de développement régional en avant. Je prends un engagement personnel de revoir la décision dans le secteur public sur l'achat regroupé. C'est un engagement qu'on a pris avant la campagne, je l'ai pris personnellement, je le refais aujourd'hui devant vous. Il y a un choix qui a été fait pour les achats regroupés de ramener tout ça à Québec. C'est une erreur. Nous avons ici des producteurs locaux et régionaux qui ont accès, qui doivent avoir accès direct à ce marché. Et je pense qu'à long terme, à moyen et long terme, c'est une erreur d'avoir regroupé ces achats. Nous avons fait les représentations auprès du ministère, auprès du gouvernement libéral. Ils n'ont rien entendu, ils ont maintenu la décision de regrouper les achats à Québec. Je m'engage à revoir cette décision pour que les retombées régionales de l'achat public soient maximisées. Vous me permettrez, un élément important de notre développement régional passe évidemment par l'achèvement de la route du Parc, vous le savez, c'est un axe important de développement pour le secteur touristique et aussi industriel, et la sécurité. On a l'axe Alma-Labé qu'il va falloir compléter. Ce qu'on voit apparaître actuellement, il y a un problème autour du pont du Buc, que vous connaissez bien. Nous connaissons la position libérale, je ne veux pas faire de la publicité pour un média en particulier, là, mais je l'ai trouvé ce matin, là, pas plus tard qu'en 2011, on connaît la position du gouvernement libéral. Il n'y aura pas ni de deuxième, ni d'élargissement du pont. Ce qu'on fait, c'est littéralement du patchage. Alors, vous verrez d'ailleurs lors de l'annonce, le seul qui n'était pas content de l'annonce, c'était moi. Et ceux qui militent pour avoir un accès beaucoup plus sécuritaire entre les deux rives du Saguenay. Ce que je m'engage devant vous aujourd'hui pour auprès de la population de Chicoutimi et Chicoutimi-Nord, entre autres, c'est de mettre fin à l'improvisation libérale, de rendre public l'ensemble des études portant sur la portance du pont, mais aussi d'autres que je suis convaincu qu'on n'a pas eu accès. Le ministre, pas le ministre, mais le ministère a joué littéralement à cache-cache avec la population dans ce dossier-là. Pendant des années, j'ai réclamé des études sur la portance du pont, sur son élargissement. J'ai réclamé des études sur l'aspect sécuritaire et on nous a remis d'année en année. Il n'y a pas de volonté libérale d'aller plus loin dans ce dossier. Il y a un développement nordique qui est important et je pense qu'on peut servir de voie d'accès vers les grands centres. Et je pense que ça mérite une réflexion qui est beaucoup plus grande que celle qu'on a eue il y a quelques mois à peine, où on n'a pas tenu compte du développement nordique, encore moins de l'accroissement de la population du secteur nord. On est allé avec une solution qui n'est même pas sécuritaire pour les gens. On est allé avec du patchage. Alors, ce que je souhaite, c'est réviser cette décision, de mettre à jour et de rendre public l'ensemble des études portant là-dessus. Et je vous dirais que le ministère des Transports a des comptes à rendre. Parce que pendant des années, moi, depuis 2003, je réclame des études sur soit un nouveau pont, soit l'élargissement du pont actuel. Ce n'est qu'en 2011 qu'on est allé avec une étude alambiquée qui faisait seulement état, vous vous en souvenez, d'éléments relativement à la structure du pont. Il n'y avait aucune solution à long terme sur la fluidité. Donc, je vais revoir cette décision et nous allons faire en sorte que les gens des deux rives vont pouvoir avoir un accès sécuritaire, mais en même temps, dans une vision de développement du Nord québécois et de la circulation qui s'y déroule maintenant. On le sait de plus en plus au niveau de la Côte-Nord, les gens vont passer par ici et le camionnage lourd. Donc, ça va prendre une réflexion beaucoup plus poussée là-dessus. Donc,
Ça recoupe les éléments, les engagements que j'ai au niveau de la forêt, au niveau de la PME. Je réitère l'engagement au niveau de la vallée de la Lumière, mais je mets au défi mes collègues libéraux. Vont-ils s'engager en faveur des PME? Seulement pour vous donner un exemple, là, les coupures qui ont commencé en 2010 sur les crédits d'impôt pour les PME ici en région sur la création d'emplois, c'est 26 millions par année qui est retiré à la région dans les PME. 26 millions depuis 2010. Moi, je prends l'engagement de rétablir cette aide-là à la PME parce qu'elle est créatrice d'emplois. Et la plupart de ces PME, je vous dirais plus de la moitié, sont sur mon territoire, sont dans le parc industriel à Chicoutimi. C'est eux qui font de la transformation, c'est eux les équipementiers. J'espère que d'ici la fin de la campagne, on aura enfin un engagement des députés libéraux pour ramener ces crédits d'impôt qui ont été coupés par le gouvernement libéral. Dernière chose, une chose que je suis très fier. Un axe de développement qu'on avait choisi en 2002, souvenez-vous, il y a des gens plus jeunes qui n'étaient pas là, mais c'était un axe de développement, un créneau d'excellence de la région. Et à l'époque, je l'avais comme responsable de la région. Je l'avais entre guillemets imposé au ministère parce qu'on avait ici une équipe de recherche formidable autour du Dr Godet. Cette équipe commence à donner des résultats, pas en termes de recherche, mais en termes de commercialisation. Vous avez vu dernièrement des brevets qui sont intéressants au niveau de la génomique communautaire. Il faut maintenant, à l'intérieur des projets accords, mettre de l'argent disponible pour l'émergence de petites entreprises dans le domaine au niveau de la commercialisation. C'est un créneau qu'on a misé il y a quelques années et qui commence à donner ses fruits. Je dirais que l'arbre est prêt pour être récolté, encore faut-il y mettre les moyens. Sinon, si on ne met pas les moyens, ce qui va arriver, il va y avoir un déplacement vers les grands centres parce qu'il y a un intérêt clair au niveau, évidemment au niveau commercial, mais au niveau des populations, je vous dirais, de mettre de l'avant ces brevets-là qui vont avoir un impact sur la santé publique sur notre territoire. En terminant, je vais vous dire que dans le courant des autres semaines, on prendra des engagements précis autour de d'autres créneaux. Aujourd'hui, je voulais vraiment mettre l'accent sur le secteur économique. Merci. Oui, allez-y. M. Bédard, d'abord, vous avez parlé de plusieurs choses, mais il faut pouvoir, il faut faire ses priorités. Ce serait quoi la première chose que vous vouliez faire? Il faut pouvoir le pont ou l'Institut d'utilisation du bois? Qu'est-ce que ça serait votre priorité? Les 2 premières années de mandat sont déterminantes. Sont déterminantes parce que c'est là où on n'a plus de latitude et que quand on a les idées claires, on est capable de faire avancer rapidement les dossiers. Et je vous dirais qu'au niveau du bois, ça fait longtemps qu'on attend. Et il y a une opportunité formidable sur la valorisation du bois dans le contexte actuel. Donc, je peux en même temps travailler pour le secteur de l'éducation, puis vous dire de suivre très bien le dossier du pont. Donc, je ne veux pas en donner une seule. Mais il y a une opportunité formidable pour mettre de l'avant cet institut-là. Donc, et au niveau des PME, même si je vous disais que les crédits d'impôt, on ne peut plus attendre. Là. Le gouvernement, d'ici 2014-2015, met fin littéralement au crédit d'impôt pour les PME en région. Fait que c'est une action qu'on va prendre immédiatement dans les premiers mois. Donc c'est pour ça que je ne peux pas vous dire qu'il y a une seule priorité. Il va falloir agir parce qu'il y a un travail de déconstruction qui s'est fait sur ces outils-là qui étaient donnés aux PME régionales, qui pouvaient des fois, je le dis, faire l'objet d'envie de la part des autres régions. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs. Un de ceux qui ont attaqué d'ailleurs très fortement les crédits d'impôt, c'est un membre du gouvernement actuel, M. Dutil, et qui a gagné contre la région, littéralement. Donc, dès qu'on revient, il faut agir immédiatement et rétablir ses avantages à la région. Sur le pont du Buc, là, vous dites qu'il n'y a pas de volonté libérale. Bon, hier, Caroline a quand même fait une promesse de commander une étude. Vous, oui. On n'est pas vraiment dans l'engagement plus précis par rapport à ça. Ben là, je prends plus que ça, moi. Regardez, la position libérale, là, je l'ai, là. Elle est là. Elle est simple, il n'y en aura pas. Moi, pendant 5 ans, j'ai réclamé ces études-là. J'ai dit, en 2003, quand on est parti du gouvernement, on avait commandé, le ministère était à regarder la possibilité d'élargir le pont. 8 ans plus tard, ils n'ont supposément pas l'étude. Alors, je vous dis, actuellement, même le ministère cache des informations, j'en suis convaincu. Fait que la première chose que je vais faire, là, je vais m'asseoir dans le bureau du directeur régional.
puis du ministère des Transports, puis il va vous dire, bon, maintenant, donnez-moi toutes les informations que vous avez sur le pont du Buc, tant au niveau de ces malfaçons que des possibilités et de la fluidité. On a mis de côté, on a retardé délibérément ce dossier-là. Donc, c'est pas vrai que je vais me lancer dans une autre étude sans savoir ce qu'ils ont fait actuellement, puis retarder encore de 4 ans comme ils font d'année en année. Moi, à chaque fois, là, on a les lettres, vous le savez, Dominique, je peux les envoyer, sur lesquelles on demandait des comptes au ministère. Puis jamais, ils ont rendu des comptes. Plutôt, à chaque fois, ils ont tenté de reporter jusqu'à l'annonce où les gens étaient satisfaits, où ils annonçaient qu'il n'y aurait rien. Ce n'est que du patchage au niveau du pont du Buc, parce qu'il y était littéralement, il y a des endroits où c'était en train de s'écrouler. Mais là, pour vous, est-ce qu'un deuxième pont, c'est une solution? Et l'augmentation du trafic à terme qui va venir du nord, c'est sûr que c'est une solution. C'est une solution qui serait évaluée à combien dans votre esprit? Regardez, aujourd'hui, 200-300 millions facile. Je suis d'accord, je vais vous dire une chose, c'est que le ministère a sûrement ces évaluations-là. Nous, on nous a caché délibérément des informations pendant des années là-dessus. Donc, on va aller faire le ménage au ministère pour déterminer c'est quoi qu'on a là-dessus, qu'est-ce qu'on a caché à la population, au niveau de l'infrastructure, au niveau des études de faisabilité, puis après ça, on prendra une décision. Est-ce qu'on doit en faire une autre? Et là, moi, je vous dis, en faire une autre, c'est retardé. Je veux annoncer une décision très rapidement dans la première année du mandat sur ce qu'on va faire avec le pont du Buc. Est-ce qu'on peut aller plus loin au niveau de l'accessibilité, au niveau de la sécurité, ou il va falloir prendre la décision d'en construire un autre? En même temps, est-ce que c'est... Ce qui est de l'Institut sur la valorisation du bois, Oui. est-ce qu'il y a déjà un genre de projet où il y a déjà un projet dans les cartons de l'UQAC là-dessus? Est-ce que... Actuellement, l'université... Cet engagement-là, Oh oui, non, non, évidemment, vous comprenez que moi, je ne fais pas d'improvisation, là. Ce que je prends l'engagement, je veux le livrer. L'université a une réflexion. On a vu, il y a 2 rapports importants qui ont été déposés au niveau de la valorisation du bois. Monsieur, un chercheur français qui est venu ici, il y a des gens ailleurs, malheureusement, ou heureusement, ils sont ici maintenant, mais qui ont développé cette expertise avant nous, alors qu'on est une terre de bois, nous autres. On aurait dû avoir cette expertise-là avant. Ces gens-là sont venus nous dire, votre utilisation du bois, elle est déficiente. Vous n'avez pas de vision sur le développement et la valorisation de votre bois. On est en retard. Il faut combler rapidement ce retard-là. L'université, on a la chance d'avoir une université qui a vu ce créneau-là. Donc, au niveau de la formation, actuellement, à l'université, on est dans la formation continue. Je vais aller plus loin là-dessus. Et sur l'Institut, il y a dans les cartons, il y a des éléments qui sont déjà sur la table pour être capable de faire en sorte que l'université soit le pôle de développement au niveau de la valorisation du bois d'ingénierie. C'est un créneau d'ailleurs, je vais vous le rappeler, mais en 2002, je pense que la région était visionnaire là-dessus. On avait choisi le bois d'ingénierie comme le créneau pour la région. Parce que le bois, tout le monde s'est chicané autour de ça, évidemment, comme créneau. Mais le bois d'ingénierie, c'est un de nos créneaux d'excellence. Alors, on est capable, à partir de ce créneau-là, de réclamer un institut sur la valorisation du bois d'ingénierie. Pour le pauvre faire ombrage, ils ont quand même une faculté de foresterie géomatique. Et voilà. Qui est très, très important. Et je vous dirais qu'il est gourmand. Alors, on va s'assurer. Ils ont un créneau. Nous, on a les arbres. Il est assez étonnant que la région la plus forestière n'est pas plus développée autour de la recherche. On a le consortium de recherche de forêt boréale. Il faut maintenant passer à cette étape. Donc, d'autres universités peuvent avoir une prétention. Actuellement, moi, je considère qu'on est en avance sur tout le monde au niveau du bois d'ingénierie. C'est l'avenir au niveau du bois. Donc, on est toujours en opposition face aux autres. La chance que j'ai, moi, c'est que dans la région, c'est un créneau d'excellence. Personne ne peut me l'enlever. Puis, un créneau d'excellence, ça veut dire qu'on a la prétention d'être un pôle d'excellence international. C'était ça à l'époque, la réflexion, puis on est seul à l'avoir. Pas Laval, pas Québec. On n'a pas avancé du tout, là, ça va monter déjà à 2012, ça devra 10 ans. Il y a des créneaux... Il y a du génie civil, il n'y a jamais de génie forestier, il n'y a pas de génie de la transformation du bois, le génie de la transformation de l'aluminium ne va pas marcher longtemps non plus. Je vous dirais que... Si on veut aller dans la transformation, là, vous avez du retard. Hein? Il y a d'autres universités qui ont peut-être pris de l'avance. Écoutez, à Laval, je ne pense pas. Là. Ce que je vous dirais, c'est qu'on a encore des chefs de recherche dans le domaine de l'aluminium qui ont fait la différence pour les PME ici. Puis, il suffit d'aller visiter la plupart des entreprises ici pour voir que c'est un outil important pour les PME. Sur le bois, je pense qu'on a dormi sur nos lauriers, alors que mais on a été influencé par notre industrie.
savez, ici, qu'est-ce qu'on avait? On avait une industrie papetière qui a acheté des scieurs. À peu près tout, il me reste quelques indépendants dans la région. Papier du 2 par 4. Alors, ben, puis du 2 par 4, c'est du papier, là. Je vous dis, eux autres, ici, dans la région, les usines, puis c'est bien parce qu'ils étaient créatrices d'emplois à l'époque, c'est autour du résidu forestier, résidu de la coupe. C'est sûr que moi, je suis demande à quelqu'un, son corps business, c'est faire du papier, donc à partir du résidu, puis je dis, mettons, on va valoriser plutôt la ressource. Il n'est pas dans le même créneau que moi. Lui, son corps business, c'est pas ça. Son corps business, lui, c'est produire du papier. Alors, il a acheté nos scieurs régionaux. Vous avez vu, toutes les grandes entreprises, il nous en reste que quelques-uns actuellement. Donc, c'est sûr que si on demande à ces compagnies-là maintenant de développer l'utilisation du bois en deuxième, troisième transformation par rapport au bois d'ingénierie, oubliez ça. Alors, allons-y plutôt avec l'université, et elle est prête. Je pense que depuis, moi je suis très, vous savez, je connais beaucoup d'universités, je les suis très près depuis plusieurs années. Ils ont maximisé la recherche et tenté je dirais, d'ouvrir des créneaux par rapport à l'utilisation du bois. Et là, c'est mûr. C'est mûr. On est allé chercher les expertises à l'extérieur. Là, on est en avance sur les autres. On a une fenêtre pour nous permettre de revendiquer cet institut-là. Pour ce qui est du tourisme, là, vous dites que vous vouliez développer davantage de tourisme d'hiver. Concrètement, on fait ça comment? C'est quoi la solution? Est-ce que c'est seulement plus d'argent? Ben, c'est sûr que la neige, on est chanceux, là. Même si je vous disais qu'il va plus neiger, mais c'est une chance qu'on a formidable. C'est un créneau qu'il faut plus faire connaître, mais mettre en valeur. On sait tout le réseau qu'on a au niveau des parcs du Mont-Valin. Il faut aller plus loin là-dedans, tant au niveau de la commercialisation puis du développement du produit d'appel. Même au niveau, je vous dirais, quand tu as plus d'argent, tu es capable d'imaginer, on le sait qu'il y a même la possibilité pour les gens de rester littéralement en forêt. Ben, il y a tout un créneau développé autour de ça. Le tourisme international, lui, ce qu'il veut, c'est quelque chose d'exotique. Alors, mais pour faire quelque chose d'exotique, il faut aller un peu plus loin, ça prend de l'investissement. Des tentes hivernales, il y a tout un concept à développer. Je ne peux pas m'imposer à partir de ceux et celles qui ont ces compétences, mais pour avoir vu plein de gens dans le domaine, il y a un intérêt. Et tout le monde en profite, là. Les hôteliers en profitent. Eux, ils ont des périodes fortes. Vous voyez, actuellement, on est le Festival des Rives du Monde. C'est une période qui est forte actuellement. Mais il y a des périodes où l'achalandage est moins fort dans nos hôtels, et ce créneau-là, il faut le développer. On est ceux au Québec qui ont le plus de neige sur une plus longue période. Et le problème sur les Mont-Valin, ça a déjà été identifié, c'est que manque d'hébergement. C'est ce que je parle de vos yeux. Quand on parle d'hôtellerie, les banques prêtent pas. Alors, et voilà, les banques ne prêtent pas, le risque est trop élevé, puis ils ne connaissent pas ça, les banques. Alors, ça passe par, ça je vous dis, les créneaux à quart. La deuxième phase, c'était quoi? C'était de mettre de l'avant une somme d'argent. On parlait de fonds qui variaient entre 2 à 10 millions pour être capable de repérer les opportunités d'affaires et les encourager par, que ce soit du prêt directement, mais plus par la garantie de prêt, le permettre à ces projets-là d'émerger. Et c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qu'on a oublié. Qu'on ait des projets, sans vous parler dans privé, je vous dirais, public-privé actuellement, qui veulent se réaliser, mais qui manquent de ces capitaux-là. Il y a toujours un risque, là. C'est sûr qu'il y a un risque, parce qu'on est dans un domaine qui est méconnu des institutions bancaires. Donc, si on attend le go des institutions, ces projets-là ne se feront jamais. C'est la Banque de développement du Québec qui pourrait être un outil de... C'est évident que cette annonce-là va, pour nous, là, ça va être un plus pour nous, c'est clair, pour servir de levier pour lever des projets comme ça au niveau du tourisme d'aventure. Mais est-ce que vous reconnaissez que le gouvernement libéral a quand même fait un bon coup, là, avec, je pense, c'est 5 millions pour faire une autoroute. Il a fait sur l'autoroute, ce ne sera pas ça, mais élargir les sentiers, puis sur 200 km. Oh, ben écoutez, là on est, actuellement, on est dans des annonces, tout pleut, là, tout d'un coup, là. Donc, c'est fait, donc ça se fait. Oui, écoutez, là, ce créneau-là, il y a l'accès, puis il y a le développement de l'offre touristique. Et là, ce qui nous manque actuellement, c'est de l'offre touristique. Plus ciblé, et ça va prendre l'investissement. Puis, regardez, seulement la problématique au niveau de l'entretien des sentiers, là, c'est la vraie problématique. Mais ça passe ensemble, vous voyez. Si moi, je n'ai pas accès, c'est sûr que je ne peux pas demander à la Banque de développement d'investir là-dedans, mais comme vision de développement, si les gens n'ont pas accès à la région, ben on va mieux l'entretenir, mais tout ça est lié. On va développer l'offre touristique, et vous savez, le financement à l'échelle québécoise actuellement est défectueux.
Pourquoi? Parce qu'on est ceux qui ont la plus longue saison de neige, alors qu'on répartit l'argent au kilomètre de route. C'est complètement ridicule, là. Vous irez dans le coin de Laval, où ils ont de la neige sur 2 mois, puis nous, on en a sur 5 mois et demi, 6 mois. Alors, c'est pas vrai que les budgets doivent strictement suivre le nombre de kilomètres. C'est une aberration qu'on a vue, et ça, il va falloir revoir ça, mais dans un développement beaucoup plus grand, sans opposer les uns contre les autres. Souvent, notre erreur, ça a été de confronter ces régions-là, alors que si plutôt on développe notre offre touristique par rapport au secteur forestier, pas secteur forestier, mais tourisme hivernal, ça va être beaucoup plus facile d'aller chercher des sommes requises pour l'entretien de nos sentiers, c'est clair. Mais est-ce que ça passerait par un projet, par exemple, de la CEPAC, aussi que la CEPAC, il y a un autre argent, puis en font des beaux projets, puis ils font bien? CEPAC, ils ont une bonne connaissance, et un des problèmes, là, humblement, je vous dirais, c'est il y a la commercialisation, je pense, qui est défectueuse actuellement. Et ça prend des sous. Ça prend des gros sous. Tu dois avoir un beau projet, s'il n'est pas connu à l'échelle américaine, ben c'est plus dur de faire venir le monde. Donc, la CEPAC va avoir un rôle, c'est clair, central dans le développement du tourisme hivernal. M. Bédard, comme je vais revenir sur un point cette semaine, vous avez parlé de l'autoroute Allemand-Labbé, et on en a reparlé cette semaine à Serge Simard, ça l'a fait réagir. Ce qu'il nous disait, en fond, c'est que, pourquoi, bon oui, à un certain niveau, ça a été long, mais si on est allé trop vite, il y a des gens de chez nous, on n'aurait pas fait juste travailler les gens de chez nous, il aurait fallu faire venir des gens de l'extérieur. Vous dites quoi, ça? Qu'est-ce que... Écoutez, en 2003, l'autoroute Allemand-Labbé, il manquait le bout vers la baie et le bout vers... Il manquait 1 kilomètre à Allemand. En 2003, là, tout ce que j'ai, c'est le début de construction d'un viaduc. À ce rythme-là, c'est sûr qu'on n'aura pas de problème avec l'argument qu'il dit, parce qu'on va le réaliser dans 100 ans. Là. Ça va prendre à peu près 100 ans à ce rythme-là pour finir l'autoroute Allemand-Labbé. Donc, moi, ce que je dis à M. Simard, c'est qu'il a dû faire sa job quand c'était temps. Sa job, c'était s'assurer d'avoir les crédits nécessaires pour que cette autoroute soit complétée. Et l'argument qui a été donné, d'ailleurs, il est faux. Si vous allez au sources, je me souviens de la ministre de l'époque qui était Françoise Gauthier. Elle avait dit, avec la route du parc, la région a sa part du gâteau, on ne peut pas demander plus. C'était plutôt ça l'argument qui était donné. Comme si la route du parc, c'était un cadeau. Cet argent-là nous était dû. Il aurait dû se battre à l'époque pendant les 4 dernières années pour compléter vers la baie. Ça aurait été le premier rapport du gouvernement libéral sur la route Allemand-Labbé. Les seuls kilomètres qui se sont faits, c'est sur un régime du Parti québécois. Les seuls. Ils n'ont pas fait un seul kilomètre. Le premier, c'était sur mon père, souvenez-vous, la petite autoroute du monde. Avec kilomètres. On avait le kilomètre de Chicoutimi à Chicoutimi, mais après ça, on a complété vers Allemand. Et maintenant, il manquait le petit kilomètre vers Saint-Bruno, vous connaissez la problématique, et vers la baie. Et le gouvernement libéral a échoué lamentablement. Puis il y a un moment dans la vie, on ne peut pas rattraper le passé, c'est le lièvre et la tortue. Hein? Quand j'ai vu le viaduc commencer, je dis écoute, là c'est le lièvre là, qui a dormi pendant 9 ans, là, qui essaie de courir vers l'arrivée, mais écoute, il est trop tard. M. Bédard, vous attaquez beaucoup les libéraux là, depuis le début de votre conférence de presse. Pourtant, ce matin, les sondages démontrent quand même que c'est une lutte à 3. La CAQ dans la région, vous en pensez quoi? D'abord, j'attaque personne. Là, la seule où vous dites ça, là, ça c'est des engagements, puis je fais bien attention parce que je veux faire une campagne positive ici. J'ai des engagements précis. Sur la route, je réagissais évidemment à un commentaire parce que moi, c'est un dossier qui c'était la priorité régionale qu'on avait dans les années 90. Puis ce que je vois maintenant, c'est qu'ils n'ont pas réalisé. Alors, de se donner des faux fuyants, moi, je trouve ça malheureux. Sur le reste, sur les sondages, moi, le seul message que j'ai là-dessus, c'est dire aux gens, allez voter. C'est pas parce que les sondages nous sont favorables que là, je vais tout d'un coup commencer à commenter. C'est une photo à un moment donné. Moi, ce que je souhaite, c'est que les gens aient voté parce que Jean Charest a fait le pari, en prenant le 4 septembre, que les gens n'iraient pas voter. Il veut qu'il n'y ait pas que les jeunes n'aient pas voté, mais que la population n'ait pas voté. Alors, il faut le surprendre. Puis il faut aller voter. Donc, regardez pas les sondages, c'est le message que j'ai donné à la population. Votez dans le sens de vos convictions. Votez pour le développement de votre région. Puis présentez-vous aux urnes le 4 septembre pour changer de gouvernement. Et pourquoi il y a un séparé le 4 septembre, les vacances sont finies, l'école a commencé, tout le monde a commencé, le 4, c'est plus les vacances estivales.
Non, mais actuellement, hein? C'est le lendemain de du travail. Ouais. Penses-tu que c'est une bonne date? On a vu C'est la fin de semaine. Ah, je comprends que... Ben, c'est quand, dernière? Ça remonte peut-être à 15-20 ans. Ouais, ben, c'est ça. Moi, j'en ai pas vu. Puis, Puis même là, était un peu plus tard. quand même. Ouais, mais en 94, c'était pas M. Parizeau, c'était encore le gouvernement libéral. Les gens sont pas à off l'été. Ben, non, ils sont pas off. Écoutez, là, je ne veux pas m'assiner avec vous pour avoir votre opinion, puis je la respecte. Si vous dites que c'est une bonne date, tout le monde est là. Moi, je respecte ça. Sans rien, là. Je sais bien que tu as ton opinion, puis tu essaies de me faire dire le contraire, puis c'est bien correct. Je ne dis pas que c'est ton opinion. Mais mon but, on peut avoir des opinions différentes. Ce que je vous dis, c'est qu'il est évident que le 4 septembre, c'est pas par hasard, là. Moi, la première campagne, c'était la semaine passée, là. Il y en a d'entre vous qui n'étaient pas ici, c'est pas parce qu'ils sont méchants, là. C'est parce que la première semaine d'août, le monde sont en vacances. C'est la semaine au Québec où il y a le plus de vacances. Puis ici, dans la région, je peux en témoigner. Mon collègue Alexandre Taudy, il a fait campagne pour moi. Il était ses campings au Lac-Saint-Jean. Il se promenait, puis il m'appelait à chaque fois, puis il me disait, écoute, je viens de rencontrer quelqu'un de Chicoutimi sur mon camping. Moi, je me promenais dans les rues du monde, puis je dis, ben là, je viens de voir quelqu'un de chez vous aussi. On se renvoyait. Donc, c'est évident que c'est les 2 premières semaines, les gens sont encore en vacances. Et là, pourquoi le 4 septembre? C'est une fin de semaine de 3 jours, comme par hasard. Ou c'est la fin de semaine, d'ailleurs, où les gens se promènent beaucoup. C'est la dernière semaine qui ferme l'été. On le sait, là, d'ailleurs, au niveau routier, c'est là où on a malheureusement parfois les pires bilans. Donc la réalité, c'est qu'il a misé que la campagne n'intéresserait pas les gens. Et moi, ce que je dis aux gens, c'est que l'enjeu, oui, c'est mettre ce gouvernement-là dehors parce qu'il ne mérite pas d'être élu, mais c'est de faire le bon choix. Et on ne peut pas improviser. Nous, ça fait 4 ans qu'on prépare cette élection-là. Ça fait 4 ans qu'on a des enjeux locaux et régionaux, on a pris des engagements. La Charte du bois, là, on n'a pas pondu ça tout d'un coup, là. Elle vient de la région. En 2007, c'est moi qui ai fait intégrer ça dans la plateforme régionale. Et en 2008, elle a été intégrée à la plateforme nationale, parce que ça venait justement à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, nous, on ne s'improvise pas en politique. On a des solutions réfléchies, on veut les réaliser. Hydro-Québec, dans la région, là, ça devrait être quoi le plancher d'emploi? Regardez. Au siège régional. Je vais vous dire, la première chose, c'est que j'ai tenté une fois même de faire venir le président, le directeur général d'Hydro-Québec à l'Assemblée nationale. Écoutez, il a fallu presque l'accuser d'outrage au Parlement pour qu'il daigne nous confirmer qu'elle est venue. Imaginez-vous. Il y a une situation qui s'est dégradée par rapport à la vision du développement régional. Et moi, ce que je vais faire au départ, c'est qu'on va s'asseoir avec le grand boss d'Hydro-Québec, on va lui dire, est-ce que tu es d'accord maintenant avec notre vision de développement? Moi, j'ai même fait des demandes d'accès à l'information. Dominique, il y a combien d'emplois d'Hydro-Québec par rapport à la région? On nous a répondu une réponse alambiquée sur, on mélangeait certains travaux dans différents chantiers, puis on nous a référé au plan stratégique d'Hydro-Québec. Il y a une volonté claire d'Hydro-Québec de centraliser à Montréal depuis des années. On a perdu des vice-présidentes, on a perdu des gens au niveau administratif. Ben, on va revoir cette stratégie-là qui est celle de concentrer les effectifs à Montréal. J'aime bien dire, on va mettre au pas Hydro-Québec. Ça prend ça, c'est une société d'État. On est tous actionnaires, ben, on va rendre des comptes aux gens des régions. Les barrages, à ce que je sache, ne sont pas à Montréal, ils sont ici. Merci, M. Léon. Voilà. Merci, hein. Merci de vous être déplacés.